sommaire de cette édition, notre enquête sur le meurtre d'un homme d'affaires niçois. Il a dit on a retrouvé des ossements de Christophe. Et là, je me suis mis à hurler, Et j'ai dit maman, papa, pourquoi vous avez permis ça? J'ai hurlé. Sa fille a bénéficié d'un non-lieu. Pourtant, elle est au centre du procès. Maintenant, assez. Assez d'hypocrisie, assez de miel, assez de poudre aux yeux. J'en ai assez. Notre reportage avec maître Christophe Cossonnet. Avocat commis d'office, il est volontaire pour défendre les prévenus qui n'ont pas les moyens de s'offrir un avocat. C'est une condamnation de quand? 2006 au mois de juin. Donc vous êtes en récidive légale? Le portrait d'une femme flic, Aude, 30 ans. Les individus auxquels on a à faire face ne tiennent pas compte qu'on soit une femme ou un homme. Pour eux, c'est des policiers. Elle traque les délinquants dans les rues de Paris. Ouais, c'est bon, j'en vois un qui est sur le vélo. Mais d'abord, notre enquête sur le meurtre de Christophe, un riche homme d'affaires niçois. Nice, septembre 2003. Christophe, un homme d'affaires de 34 ans, ne donne plus signe de vie. Sa mère s'inquiète. Elle va tout tenter pour retrouver son fils. Je suis allée sur le terrain, me suis infiltrée, je me suis passée pour la factrice, je suis allée poser des questions partout. Je suis allée partout. Un an plus tard, on retrouve des ossements à 20 km de Nice, sur les côtes cannoises. L'ADN correspond à celui de Christophe. On était chez nos amis à Calian et on a vu arriver le premier avocat, maître Esner, et il a dit, on a retrouvé des ossements de Christophe. Et là, je me suis mis à hurler. Et j'ai dit, maman, papa, pourquoi vous avez permis ça? J'ai hurlé. Et mon mari m'a pris dans ses bras et Laurent aussi. Et eux, ils ont pleuré, mais ils n'ont pas crié. Mais moi, j'ai hurlé. Que s'est-il passé? Christophe a-t-il été tué? Comme toujours, les policiers commencent leur enquête en interrogeant l'entourage de la victime. Et d'abord sa femme, Elisabeth, et sa fille Lucie. Lucie oriente les enquêteurs vers son ex-petit copain Edno, un Brésilien danseur de capoeira. Chez lui, les policiers découvrent des affaires de Christophe. Il est mis en examen pour homicide et incarcéré. 16 mars 2009, tribunal de Nice. Lucie se présente devant la cour d'assises. Son ex-petit copain est jugé pour le meurtre de son père. La mère de Christophe arrive de son côté. Cela fait 6 ans qu'elle attend ce procès. Mais je tremble un peu intérieurement. Je l'avoue, la vérité, vous comprenez? Je l'avoue. À l'entrée du palais de justice, René et sa petite fille ne s'adressent pas la parole. Lucie était devant moi. Et moi, j'étais juste près d'elle pour la déstabiliser. J'ai bien fixé. Entre les deux femmes, les relations sont très tendues. René est convaincu que Lucie est à l'origine de la mort de Christophe. Lucie, l'instigatrice du meurtre de mon fils. C'est l'instigatrice, Lucie. Et je n'ai pas le moindre doute. Pourtant, Lucie a bénéficié d'un non-lieu lors de l'instruction. Juridiquement, elle est hors de cause. L'audience commence, la jeune fille s'installe sur le banc des victimes, non loin de sa grand-mère. Mais René refuse. Pour elle, Lucie n'a rien à faire avec les victimes. La présidente doit trancher. Elle demande à Lucie de sortir. Elle sera entendue en tant que simple témoin. Pour René, c'est une première victoire. Ben, là, elle va être déstabilisée, hein, parce qu'elle n'aura pas son avocate pour la défendre. Il va falloir qu'elle parle et puis qu'elle s'explique. Hein. Le procès s'ouvre. L'accusé, Edno Borba da Silva, l'ex-fiancé de Lucie, est entendu le premier. Il nie avoir participé au meurtre de Christophe. Mais il accuse Lucie d'avoir commandité le crime. Elle lui aurait proposé de faire disparaître Christophe en échange de 1 000 € et un appartement. Une proposition qu'il aurait refusée. Monsieur Borba da Silva nie les faits qui lui sont reprochés. Il nie les faits qui lui sont reprochés. Il a connaissance d'un certain nombre d'éléments dont il nous explique là ce matin depuis 4 heures que ces éléments, il les tient de la part de Lucie.
C'est quelqu'un qui a vraiment le sentiment d'avoir été manipulé. Devant la cour, l'accusé explique que Lucie aurait engagé des hommes pour enlever et assassiner son père. René n'est pas étonné par ce témoignage. Vous avez vu qu'il accuse Lucie. Et je pense que le dénouement, ce sera quand Lucie sera interrogée, moi je pense. Je pense, malgré qu'elle soit très forte, mais je pense que là, elle va craquer. Mais pourquoi les soupçons se tournent-ils vers Lucie? Et que s'est-il passé le 2 septembre 2003? Ce jour-là, selon René, Christophe aurait été attendu par plusieurs hommes dans son garage. Il aurait été enlevé et amené sur les hauteurs de Cannes avant d'être assassiné. Selon René, c'est Lucie qui aurait tout orchestré pour hériter de la fortune de Christophe. Une fortune immobilière estimée à 15 millions d'euros. Deuxième jour du procès. Aujourd'hui, la cour retrace la vie de la victime. Christophe n'a que 17 ans, il est enfant de cœur, quand il rencontre Elisabeth. C'est le coup de foudre, elle a 8 ans de plus que lui, et déjà une petite fille, Lucie. Il a connu sa future femme, Elisabeth, qui était fille-mère d'un enfant de 5 ans, une enfant métisse, et elle lui a dit qu'elle avait été violée. Bon, donc lui, je pense qu'il s'est pris pour un bon samaritain. Il a voulu la sauver, enfin je pense. Christophe épouse Elisabeth et reconnaît Lucie comme sa fille naturelle. Quelques années plus tard, il décide de la mettre en pension. J'étais tout à fait en désaccord avec mon fils. J'ai dit, mais comment, la maman, elle ne travaille pas et tu la mets en pension? Il m'a dit, tu sais maman, il m'avait dit, Lucie est difficile et paresseuse et sa froideur me fait peur. Lucie en pension, Christophe et Elisabeth filent le parfait amour. Mais en 1995, Christophe apprend que sa femme le trompe. Malgré son amour pour elle, le couple divorce. Une période difficile dont il fait part à son ami Cleonaccio. Et lui, il est tombé en dépression, d'abord parce qu'il aimait beaucoup, et aussi parce qu'à ce moment-là, ils se sont aperçus qu'elle était avec lui et que pour l'argent, en fait. Elisabeth, elle avait un pouvoir extraordinaire sur Christophe. Il avait perdu toute sa dignité, il lui courait derrière, il voulait la récupérer. Il aimait cette femme à la folie. Malheureux en amour, Christophe se réfugie dans les affaires. Dans la région, il possède des terrains, des magasins, 5 appartements dans les quartiers chics de Nice. Christophe est un homme riche. Il alimente un compte épargne au nom de sa fille, Lucie. Un compte sur lequel il a une procuration. En 2001, Lucie découvre que parfois son père utilise cet argent pour ses affaires. Immédiatement, elle vide le compte et porte plainte contre son père. Il ne s'attendait pas à ça de sa propre fille. C'est ce qu'il me disait, il était révolté. Je suis son père, j'ai tout fait pour elle. Pourquoi elle fait ça avec moi, je ne comprends pas. Je ne veux pas lui donner de l'argent comme ça tout le temps. Mais pourquoi elle me fait un procès, c'est incompréhensible. Lucie perd son procès, mais Christophe est déçu par le comportement de sa fille. Il engage une procédure en désaveu de paternité pour la priver d'héritage. C'était une revanche pour lui. Il était devenu revanchard. Voilà, le mot exact, revanchard. Voilà. 2 ans plus tard, en juin 2003, Lucie rencontre Edno, un jeune Brésilien danseur de capoeira qui vit en France depuis quelques mois. Au départ, c'était bien. C'était bien. Edno venait à la maison de Lucie, Lucie lui préparait à manger. Ils étaient comme un couple amoureux tous les deux. Il y avait beaucoup d'harmonie dans le couple. Malgré ses problèmes avec Lucie, Christophe prend en charge son compagnon. Il lui loue une chambre dans un de ses immeubles. Quelques semaines plus tard, alors que la procédure pour déshériter Lucie est toujours en cours, Christophe disparaît. Au départ, on croyait qu'elle était partie. C'est ce qui... Moi, je n'avais pas de contact vraiment avec sa famille. Donc, les informations que j'avais de lui, c'était que par Lucie, Elisabeth et Edno. Donc, il disait qu'il était parti, qu'elle était partie, qu'il était mêlé à la mafia corse, à la mafia russe, aux prostituées. Donc, il parlait de ça. Ils essayaient de dénigrer son image le maximum. C'est ce qu'il me disait tout le temps. Quelques jours après la disparition de Christophe, sa fille prend une initiative étonnante. Lucie a été voir le juge des tutelles
en disant qu'elle se réservait le droit de gérer les affaires de son père, alors que mon fils n'était que disparu. Le 26 novembre 2003, elle demande à gérer les affaires de son père et une pension alimentaire de 1 500 € par mois. Retour au palais de justice. Aujourd'hui, Cleonaccio est appelé à la barre en tant que témoin. La présidente de la cour tient à l'entendre car il aurait assisté à une scène étrange, le jour où on a découvert la voiture de Christophe, calcinée sur un parking. Donc, ils étaient tous dans le salon de la maison d'Elisabeth, Lucie, Elisabeth et Edno aussi, chacun avec un journal. Donc ils étaient très contents. Ils disaient que ça a été bien fait pour Christophe, parce que comme ça il allait payer tout ce qu'il avait nous fait. Il y a Madame Elisabeth qui a demandé à Lucie d'aller chercher une bouteille de champagne en disant ça c'est fait. Donc à ce moment-là, il y a Lucie qui est allée chercher le champagne, plus les coupes pour commémorer le fait. Mais le moment crucial du procès approche. Dans quelques minutes, Lucie sera interrogée à la barre. Fera-t-elle des révélations ? Le dossier, mais surtout les 5 journées d'audience que nous venons d'avoir, nous ont démontré de façon absolument certaine que Lucie Hamlet détenait la vérité. Et donc ce qu'on essaye, c'est de voir si elle veut bien nous en dire au moins une partie. Elle détient la vérité. Questionnée pendant plus de 4 heures par la cour, Lucie reste sur ses positions. Elle prétend qu'elle n'a rien à voir avec la disparition et avec le meurtre de son père. Et elle continue d'accuser Edno, son ancien compagnon. Les avocats de René sont excédés. Tout le monde sait dans la salle, cour d'assises, partie civile, défense, public, que mademoiselle Lucie Hamlet est l'instigatrice de l'assassinat de son père. Je pèse mes mots. Alors maintenant, assez. Assez d'hypocrisie, assez de miel, assez de poudre aux yeux. J'en ai assez. Mais pourquoi les avocats accusent-ils Lucie d'être l'instigatrice de la mort de son père ? Ils s'appuient pour ça sur 2 éléments. Premier élément, Lucie était la seule héritière de son père. En cas de décès, c'est elle qui hérite de la fortune. Mais en cas de disparition, l'héritage est gelé pendant 10 ans. Et un jour, Cleonaccio affirme avoir une étrange conversation avec Edno. J'ai su par Edno que Lucie ne pouvait pas toucher l'héritage parce qu'on ne trouvait pas le corps. Il fallait attendre 10 ans pour pouvoir toucher l'héritage si on trouve si Christophe n'apparaît pas ou on ne trouve pas le corps. À ce moment-là, je me suis dit, il y a un problème, il y a quelque chose qui coince. Pourquoi on parle des corps? Pourquoi on parle des 10 ans? Pourquoi on parle d'héritage? Deuxième élément, dans les restes de Christophe retrouvés sur la plage de Cannes, la police scientifique retrouve une aiguille de pin dont l'ADN présente des similitudes avec les pins qui se trouvent sur la propriété du grand-père maternel de Lucie, au Cannet. Pour les avocats de René, son fils aurait donc bien été tué dans cette propriété. Sur 8 pins, il y en a un haplotype très rare. Il y en a un qui correspond à un pin qui est situé sur la maison du grand-père. Et au pied de cet arbre, c'est quand même curieux, de cet arbre ou d'un des pins, parce que là, on n'a pas pu faire des investigations, mais en tout cas, il y a une croix de cimetière. Donc dans ce climat-là, on peut s'interroger. La présidente s'interroge elle aussi. En plein procès, elle envoie immédiatement une équipe de police scientifique sur la propriété en question. Dans la salle de bain, les experts découvrent des traces suspectes, peut-être des traces de sang. Il faut attendre plusieurs jours avant d'en avoir la confirmation, mais Renée, elle, imagine le pire. Mais ils ont dû le torturer. Je tiens, je suis forte. Je le promets à mon fils. Je suis forte, je le promets à mon fils. Je veux la vérité. Fort de ces nouveaux éléments, les avocats de René demandent à la Cour un supplément d'informations. Ils veulent que l'enquête soit reprise à zéro. Il y aura un complément d'information, je pense. Moi, j'y pense vraiment, j'y crois. Parce que tous les avocats sont pour, aussi bien la défense que la partie civile. Ils sont tous d'accord. Alors, j'y crois. Dernier jour du procès. La journée commence par un coup de théâtre. La présidente interrompt l'audience. Face aux lacunes de la première enquête, elle ordonne le renvoi de l'affaire à l'instruction. Une nouvelle enquête va commencer et Lucie sera à nouveau entendue par les policiers. Je suis contente.
Mais Madame Dalmasso, ça ne vous fait pas peur de repartir encore dans des mois de procédure? Si vous saviez, j'ai une force en moi, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je ne me reconnais pas, d'ailleurs ma famille ne me reconnaît pas. C'est cette disparition et cet assassinat, j'ai comme si j'avais reçu une explosion à l'intérieur de mon organisme. Je ne suis plus la même, mais j'ai la force. J'ai la force et je tiendrai le coup. L'enquête va durer plusieurs mois. Pendant ce temps, l'accusé va-t-il rester en prison? Il est en détention préventive depuis 4 ans et demi et la loi européenne limite la détention provisoire à 5 ans. Ses avocats demandent sa remise en liberté. Je vais effectivement immédiatement demander sa mise en liberté et j'annonce immédiatement que si la décision venait à être négative, je ne m'arrêterai pas là. 14h40, les avocats d'Edno Borba da Silva obtiennent gain de cause. Leur client va être remis en liberté jusqu'au prochain procès. C'est un beau combat qu'on a mené. Je suis très heureux de l'avoir mené pour lui. Je suis très fier de l'avoir mené pour lui. Et c'est une décision qui honore la justice dans son ensemble. Je ne sais plus quoi penser, mais je me dis peut-être qu'il nous est plus utile dehors que dedans. Je ne sais plus. Je ne sais plus quoi penser. Les avocats de l'accusé se rendent à la maison d'arrêt de Nice. Dans quelques secondes, leur client va ouvrir cette porte. C'est la quatrième. Ça va. Bien. Nouveau, mais ça va. Donne. Le stress. Stress? Ah oui, c'est vrai. Après 4 ans et demi de détention, Edno, qui risque la prison à perpétuité, ne réalise pas encore qu'il est libre. Ah oui. T'avais pas compris, hein, quand T'avais pas compris la décision. Non, Rien quand du je me tout. suis tournée, que je t'ai souri, t'avais pas compris, hein. Non. C'est difficile de parler, mais c'est 5 ans que je parlais et jamais personne ne m'écoutait, mais c'est aujourd'hui qui est arrivé. Je suis content, mais encore à des choses à faire et on va faire jusqu'au bout. La première chose à faire est appeler à ma mère et parler. Je suis là, que 5 ans pour parler avec elle, c'est énorme. Edno da Silva est toujours présumé innocent. Il est sous contrôle judiciaire et n'a pas le droit de quitter le territoire français jusqu'au prochain procès, dont la date n'est pas encore fixée. 6 ans après le drame, on ne sait toujours pas qui a tué Christophe et pour quelle raison. Tribunal de grande instance de Créteil. Lundi, 9h du matin. Au sous-sol, le dépôt, la prison du tribunal. C'est ici que sont enfermés les prévenus qui ont commis des délits pendant le week-end. Ils n'ont pas les moyens de se payer un avocat. La justice leur en fournit un. On les appelle les commis d'office. Christophe Cossonnet a 37 ans. Il est avocat. Aujourd'hui, il est commis d'office. Mais les commis d'office ont souvent une mauvaise image dans l'esprit collectif français. Parfois justifiée, parfois pas justifiée. Maintenant, on va voir si on peut récupérer les dossiers. Les dossiers dont parle Maître Cossonnet sont ceux des prévenus, qui vont passer dans quelques minutes en comparution immédiate. La première affaire concerne un homme qui n'a pas de permis de conduire, mais qui a volé une voiture en état d'ivresse. Maître Cossonnet a quelques minutes pour se plonger dans le dossier. 35 ans. Mais là, il est parti en détention provisoire ce week-end. Si les faits sont caractérisés, il risque une peine assez importante, parce qu'il y a vol de véhicule, défaut de permis de conduire, conduite en état d'ivresse, refus de se soumettre. Voilà. Donc c'est un petit peu... ça commence à faire beaucoup. Je suis connu des ça c'est mauvais signe. Il a déjà... Il a dit je suis connu des services de police. Donc ce qui veut dire qu'il laisse à craindre qu'il a quelques antécédents. 11h40, Christophe Cossonnet se dirige vers le dépôt. C'est là qu'il va rencontrer l'homme qu'il va défendre. Bonjour. Il va s'entretenir avec lui pour mettre au point sa stratégie de défense. Je viens pour les CI, je viens voir 3 dossiers, enfin 3 bonhommes surtout. Nefnaf Amar.
Je vais vous expliquer. Vous avez donné votre nom alors? Oui, oui, c'est bon. Asseyez-vous, je vous en prie. Je suis là. Vous êtes monsieur Nefnaf? Bon, les faits sont extrêmement simples, malheureusement. Pourquoi vous avez volé la voiture? C'est vous qui l'avez volé, la voiture? Oui. Mais le problème, c'est, est-ce que vous êtes passé, vous avez vu la voiture, elle était ouverte, le moteur tournait, et il n'y avait personne autour? Non, personne. Vous êtes sûr de ça? Si. Et pourquoi vous l'avez pris? Vous aviez bu pas mal déjà? Non, j'ai pris deux pastilles. 2 gros pastilles, c'est ça? J'ai fumé un joint d'herbe. Vous avez fumé du joint en plus? Ouais. Mais vous n'avez pas dit ça à la police? Si. Ah bon, bah vous n'êtes pas poursuivi pour conduite sous l'empire de stupéfiants? Tant mieux. Mais là, le problème, c'est que vous faites quoi dans la vie? Je suis de la Cotorep. Normalement, je dois commencer. Alors, vous avez votre carte Cotorep ou pas? Si, je l'ai. Dans votre fouille? Vous êtes Cotorep à combien? Je suis à 80%. Pourquoi? J'ai un accident de travail de la colonne vertébrale. Un accident de travail. Et je suis diabétique. Accident de travail. Au niveau casier judiciaire, vous en êtes où? Bah, mon casier judiciaire, j'ai fait 2 ans de prison en 2012. En 2012? En 92, excusez-moi. 92, c'était pourquoi? Pour trafic de sup. Vous êtes un ancien toxico? Non, je pensais que je vendais. D'accord. Et depuis? Avec lui, j'ai fait 1 mois en 2006. Ah merde, en 2006. C'est une condamnation de quand? 2006, au mois de juin. Donc vous êtes en récidive légale? Merde. C'est pourquoi ça, 2006? Parce que j'avais frappé ma femme. Et pourquoi vous avez frappé votre femme? Parce qu'elle est rentrée à 3h du matin. Le président, il va vous poser la question. Je le connais, il est très pédagogue. Il va essayer de vous poser la question. Monsieur, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez volé la voiture? J'étais pas dans l'état. Vous aviez bu 2 pastilles? Ouais, mais j'avais fumé aussi. Quelle heure il était? 2h30. Qu'est-ce que vous foutiez à 2h30 du matin? Oui. Qu'est-ce que vous faisiez là? Vous n'avez pas une femme, des enfants? Si. Vous vous occupez un petit peu de vos enfants ou pas? Oui, monsieur. Alors, quand je vous demande de parler, parlez longuement. Donnez des détails sur l'emploi privilégié de la Cotorep. C'est important qu'ils voient. Vous payez des impôts, vous? Oui. Voilà, donc c'est quelqu'un qui... Voilà. Donc, parlez de vos enfants, n'oubliez pas de vos enfants. Donnez les noms de vos enfants. D'accord. Vous avez les noms de vos enfants? Oui. Ça arrive. Et Quel âge ils ont? 3 ans et 7 ans. D'accord. Faut en parler. Parce que ce que je veux, c'est que les magistrats, ils aient en tête, c'est un prévenu qui passe, c'est un délinquant, c'est un type qui la nuit vole une voiture, enfin un tour, et qui aurait pu, parce que vous auriez pu, imaginez, vous aviez écrasé un gosse. J'ai pas écrasé un gosse. Non, j'aurais pu. vous auriez écrasé votre fils. Ah oui. Moi, ce que je veux, c'est que vous preniez une peine mixte, c'est-à-dire une peine à la fois d'emprisonnement ferme et à la fois du sursis mis à l'épreuve, avec obligation de vous soigner, parce que vous avez manifestement un problème, monsieur, que ce soit avec l'alcool ou les stupéfiants. L'obligation de travail, mais bon, ça, vu votre handicap, on peut comprendre que c'est moins facile, hein. Je vais peut-être... Et c'est quoi les noms de vos enfants? Vous m'avez pas dit ça tout à l'heure? Si. Non, non, je vous teste pour voir. D'accord. Bon, vous n'avez pas de questions? Non. Bon, bah, on se voit tout à l'heure. Est-ce que vous avez assez de temps, finalement, pour pouvoir défendre vos clients? C'est tout le paradoxe de la défense d'urgence, c'est qu'on est obligé d'aller vite. Et parfois, parfois ça dessert le prévenu, puisqu'on peut se passer à côté de certaines choses. C'est pour ça qu'il faut faire assez attention, et que dans le doute, il vaut mieux prendre le temps, quoi. Mais c'est parfois difficile. 1 heure plus tard, l'audience commence devant la 12e chambre correctionnelle. La femme du prévenu attend dans la salle des pas perdus depuis plus de 2 heures. Ça fait longtemps qu'il a des problèmes avec l'alcool? Ouais, ça fait un bon moment. Le tribunal est composé d'un président et de 2 juges assesseurs. À leur droite se tient le substitut du procureur de la République. C'est lui qui défend les intérêts de la société. Le prévenu sera bientôt fixé sur son sort. Je rappelle que vous est reproché d'avoir volé ce véhicule, oui, de conduire sans permis, oui, le refus de vous soumettre à l'examen tendant à la mesure de l'alcool et conduite en état d'ivresse. Est-ce que le prévenu, est-ce qu'il a une famille, est-ce qu'il a des enfants? Oui, j'en ai 2 gosses. 2 gamins, un de 7 ans et un de 3 ans. Et est-ce que vous les voyez? Oui, oui. Est-ce que vous en occupez, monsieur, oui, vos enfants? Oui. C'est pas moi qu'il faut le dire, hein, c'est au tribunal. Oui, oui, j'occupe de mes enfants. 7 ans et 3 ans? Oui. Mais en volant les voitures, vous en occupez? Non, pas en volant les voitures. Non, je sais pas, je m'interroge. Non, pas du tout. Plus de questions, M. Cossonnet? J'aurais une question que je lui ai déjà posée, dont j'ai pas eu de réponse sur les faits. Pourquoi vous avez volé cette voiture, alors? Je sais pas, j'étais pas moi-même. Comment? J'étais pas moi-même. Mais moi, j'ai la réponse.
Vous avez pris ce véhicule parce que le moteur était en train de tourner. Oui, c'est ça, exact. Oui. Le propriétaire avait allumé le moteur et puis, pour une raison ou pour une autre, il s'était absenté de son véhicule pendant quelques secondes. Oui, c'est ça. Alors, l'occasion ou jamais, comme ça, j'ai pas besoin de casser une porte. Non, je ne suis pas cassé. Alors maintenant, nous allons entendre les réquisitions de monsieur le procureur. Je crois qu'il faut être clair, vous avez un individu qui... Le procureur de la République va demander une peine. Je vous demande aujourd'hui, par rapport à ces faits, une sanction qui soit exemplaire, une sanction qui prenne en compte le casier judiciaire avec déjà de nombreuses condamnations qui ont été prononcées par les tribunaux, donc de nombreux rappels à la loi. Je vous demande une peine de 8 mois d'emprisonnement, donc 4 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une période de 2 ans, qui comprendra, outre une obligation de soins qui lui permettra en tout cas peut-être d'avoir un cadre judiciaire qui lui permette en tout cas de régler sa problématique alcoolique. Pour la partie ferme, je vous demande de décerner mandat de dépôt, de le maintenir en détention. Eh bien, que ce n'est. Alors j'entends bien que vous allez entrer en voie de condamnation. Je ne m'en fais pas l'ombre d'un doute. Je crois même que je vous y encourage, curieusement, mais c'est bien normal. Je crois qu'il faut évidemment prendre en considération l'ensemble de sa personnalité. Alors manifestement, celui-ci a un problème avec l'alcool. J'entends bien que l'autorité judiciaire va essayer d'y remédier, parce que je crois que le souci de votre tribunal n'est pas seulement de sanctionner un comportement délinquant, mais également de tenter, autant que faire se peut, de réinsérer et de permettre à un prévenu de se réinsérer. Alors j'entends bien que vous allez prononcer, j'espère, une peine mixte, mais je m'interroge vraiment sur l'utilité de ce mandat de dépôt, parce que je sais qu'on se soigne sérieusement contre ces addictions, que ce soit à l'alcool ou aux stupéfiants, correctement qu'en dehors d'un établissement pénitentiaire. Les soins en détention, c'est une fumisterie, je le répéterai toujours. J'en ai terminé ces observations, Monsieur le Président. Merci, M. Cossonnet. Monsieur Nefnaf, vous voulez ajouter quelque chose? Je regrette tout ce que j'ai fait. Et vous ne recommencerez pas? Non, je pense pas. C'est la première fois qu'un magistrat vous pose ce genre de questions? Oui. Et vous répondez la même chose à chaque fois? Non, c'est la première fois que vous me posez la question. Ah, comme ça, on peut avoir de l'espoir, là. Comment? Comme ça, on peut avoir de l'espoir pour le futur. J'espère. Bien, merci. Délibéré. Pendant l'audience, Maître Cossonnet a découvert que son client a oublié de lui dire certaines choses. Oui, ça s'est pas très bien passé dans le sens où il m'avait pas complètement dit la réalité de son casier judiciaire. C'est qu'il m'avait dit, je lui ai fait répéter de savoir s'il avait déjà été condamné après 2006. Il me dit non, sauf que son casier judiciaire portait mention de 2 ou 3 autres condamnations depuis 2006, dont une condamnation très récente, et j'apprends à l'audience qu'il est détenu pour autre cause, c'est-à-dire qu'il est en train de purger une autre peine. Ce qui change radicalement la situation en fonction des réquisitions. Et je reconnais que les réquisitions de M. le procureur de la République n'ont pas été excessives. Je m'attendais à beaucoup plus haut. Le problème, tout va dépendre de si le tribunal ordonne et décerne maintien en détention, donc mandat de dépôt, savoir s'il reste en détention et qu'il purge cette peine immédiatement. 2 heures plus tard, le jugement tombe. Vous êtes déclaré coupable des infractions qui vous ont été reprochées. Vous êtes condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement, dont 4 sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans. Et vous êtes maintenu en détention. D'accord. D'accord? Ouais. Eh bien, c'est bien, si tout le monde est d'accord. 4 mois de prison ferme, une peine relativement faible pour un multirécidiviste. Maître Cossonnet conseille à sa femme de ne pas faire appel. Il ne vaut mieux pas qu'il fasse appel. Il faut surtout... Il faut le parler avec Oui, mais il faut pas... Sinon, moi, je ne le vois pas du tout. Il ne faut pas qu'il fasse appel parce que c'est... Vu les faits qui lui sont reprochés, c'est pas de bête. Non, vous pourrez pas. J'irai voir tout à l'heure. D'accord. Merci. C'est dommage qu'elle pensait beaucoup aussi, pour moi, pour les petits aussi. Hier, je rentrais avec mes enfants, le petit, le dernier, il a 3 ans. Il a commencé à appeler Amar, papa, il est où? Ça fait mal au cœur quand même, pour moi et pour les petits, surtout pour les petits. Mais bon, c'est l'alcool aussi. Sinon, mon mari, il est gentil sans alcool, c'est un ange. Mais c'est l'alcool. Retour au dépôt. Cette fois, Maître Cossonnet défend un homme poursuivi pour conduite sans permis sous l'emprise de l'alcool. En plus, il a embouti une voiture. Ce que vous avez dit au procureur de la République, je reconnais les faits, mais je n'ai pas conduit le véhicule. Non, ce que je entendais par pas conduire le véhicule, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de route avec Nico. Vous avez conduit combien de temps? Il a stoppé le véhicule en plein milieu de la chaussée. Il est monté chez la mère de mon fils. Oui. Et moi, j'ai essayé
de le stationner et en le stationnant, j'ai accroché la voiture. D'accord. Vous en êtes où au niveau de votre permis de conduire? Il a été annulé lors de la précédente? Je n'ai jamais passé. Vous l'avez jamais passé? Non, non. Parce qu'à la limite, il aurait pu être annulé pour les récidives de conduite en état alcoolique. Non. Mais j'ai été inscrit dans une auto-école, mais... C'était quand? C'était au siècle passé? 1988. Ah ben c'est au siècle passé. Vous aviez bu quoi là? 2 bières, une grande 50 centilitres et une petite. D'accord, c'est tout ce que vous avez bu? C'est tout ce que j'ai bu. Vous avez un taux important quand même. 0,56. Oui, c'est pas négligeable. C'est tout ce que j'ai bu. Ça fait 1 gramme 12, hein, donc ça fait plus que deux verres. Hein. Ah bah... Vous avez des antécédents judiciaires? Oui. Beaucoup? Oui. Beaucoup? Pas mal, oui. En quelle matière? Je sais, vous êtes poursuivi en récidive légale. À peu près du même genre, ouais. Le problème, c'est ça, c'est qu'en plus, vous êtes déjà allé en prison pour ça. Vous comprenez que ce soir, il y a un risque assez important de prison. Oui. Vous êtes père de famille? Oui. Quel âge il a? Vous avez un enfant? Un seul enfant, oui. Un fils? J'ai un fils, oui. Quel âge? 13 ans. 13 ans. Comment il s'appelle? Ahmed. Donc, si je comprends bien, vous aimez votre fils? Ouais. Ouais. Bah, on dirait pas, hein. Vous faites tout pour pas le voir, là. Je vous dis tout de suite, hein, les juges vont considérer qu'on ne peut pas se fier à votre parole. Parce qu'à plusieurs reprises, vous avez des convocations à comparaître devant le tribunal et vous n'êtes pas venu. Donc ce qui veut dire que vous partez avec un gros handicap. Monsieur, je vous le dis tout de suite, le tribunal, il ne vous fera pas confiance d'entrée. Oui. Il faut absolument que vous parliez. Oui. Pas raconter la lune, mais moi je veux que vous communiquiez. S'il y a une seule chose qu'il faut vous souvenir, c'est ça pour l'instant. Je le dis, mais souvent on oublie et souvent on reste taisant. C'est mauvais. Quelqu'un qui dit rien, on se pose des questions. L'homme risque jusqu'à 2 ans de prison ferme. Pendant l'audience, Maître Cossonnet va tout faire pour que les juges laissent une chance à son client de ne pas être séparé de son fils. Va-t-il y parvenir? Mais vous avez déjà eu le permis? Non, mais est-ce que vous l'avez... Je n'ai jamais eu le permis. Non, mais est-ce qu'il l'a déjà eu? Jamais. Non, il vous a répondu non. D'accord. Il l'a jamais fait. J'ai bien compris qu'il conduisait sans permis, mais il aurait pu l'avoir déjà eu. Personne n'a de questions, monsieur le procureur? Ce sont des faits qui sont déjà particulièrement graves parce que là, nous avons un accident matériel. Potentiellement, le véhicule qui l'a endommagé, ça aurait pu être un usager de la route, un piéton. Je vous demande, au regard des faits qui sont reprochés aujourd'hui à M. Briouat, une condamnation à 8 mois d'emprisonnement, donc 4 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une période de 3 ans. Je vous demande pour la partie ferme de décerner mandat de dépôt. Donc maître pour sa défense. Merci madame le juge rapporteur. Alors, il faut que la société française essaye de sauver celui-ci. Si c'est pas pour lui, ce sera peut-être au moins pour le père qu'il est et pour l'enfant qu'il a. Ça va pas être très gentil pour lui ce que je vais dire, mais je l'ai bien regardé tout à l'heure au dépôt, je le regarde encore maintenant, et le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot de déchet. C'est dur de qualifier un homme comme ça, mais j'ai l'impression qu'il est plus déchet qu'homme aujourd'hui, celui-ci. C'est la raison pour laquelle je me suis longuement interrogé sur ce que j'allais vous plaider pour ce dernier dossier, parce que d'aucuns pensent, comme moi, que la prison, ça lui servira à rien, ça peut peut-être un peu plus l'enfoncer. Je me prête à rêver que vous reteniez une autre solution, que vous condamniez celui-ci à une grosse peine de prison avec sursis mise à l'épreuve. Pour que cette grosse peine serve de sorte d'épée de Damoclès et incite celui-ci à essayer de rentrer dans le rang. J'en ai terminé sur cette observation. Merci. Monsieur, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose d'autre? Est-ce que vous voulez dire quelque chose au tribunal? Oui, c'est vrai que ce que dit maître est une réalité. J'aimerais beaucoup entendre mon fils me dire tous les jours « Bonjour papa, qu'on soit tout le temps ensemble ». C'est vrai. Et c'est vrai qu'à cause de ça, si je vais en prison, ce qui est possible, ben, je crois que ça va être très difficile après de le revoir. Je pense. Je pense. Et c'est vraiment pas ce que je souhaite. Ce que je souhaite avant tout, excusez-moi, c'est me soigner. Nous avons bien entendu, monsieur. Une heure plus tard, le tribunal rend son verdict. Libéré après la suspension. Il condamne le prévenu à 2 mois de prison ferme et 10 mois avec sursis.
Il a un petit peu ému les deux magistrates qui composaient le tribunal en parlant à la fin, en parlant de sa femme et surtout de son fils. En disant qu'il voulait... Parce que compte tenu il savait que s'il partait en prison pour longtemps, il allait perdre son fils, compte tenu du comportement et de la personnalité de sa femme. Donc ça a joué, ça a emporté une grande partie de la décision de clémence. Mais tout reste à faire pour lui, parce que le problème n'est pas réglé. Il est 23h30, Maître Cossonnet est toujours au palais de justice. Mais il ne va plus y rester très longtemps. Et puis là, il est tellement tard et avancé dans la nuit qu'il nous coupe les lumières. C'est extraordinaire quand même. On veut faire taire la défense, c'est inacceptable. Aude a 30 ans, elle exerce un métier particulier pour une femme, policier en civil dans la brigade anticriminalité. Depuis 6 ans, elle traque les flagrants délits de vol et de violence sur la voie publique dans le 15e arrondissement de Paris. Il faut quand même rappeler qu'on est une femme, même si je reste quand même assez naturelle. Par exemple, je me maquille pas mais bon, je montre quand même que je suis une femme. Aude a passé le concours de police il y a 8 ans. Ensuite, elle a dû faire ses preuves pour être intégrée dans la BAC. Les individus auxquels on a à faire face ne tiennent pas compte qu'on soit une femme ou un homme. Pour eux, c'est des policiers et... Ça te fait peur? Non. Au contraire, c'est même plutôt palpitant quand il faut aller interpeller et que ça bouge un peu, quoi. Et justement, aujourd'hui, elle travaille de 15h30 à 23h30. Un horaire difficile, à cette heure-là, les interventions ne manquent pas. Elle retrouve ses collègues du groupe Bravo au commissariat du 15e. Dernier point avec Franck, le chef d'équipe. Bon, on y go. Allez hop. Rapidement, ils sont appelés sur une tentative de vol de scooter, près de la rue du Commerce. Ouais, donc TN15 de la BAC 15, est-ce que vous pourriez effectuer le contre-appel? On aurait besoin de la description des individus. Oui, BAC 15, je vous disais que qu'un des individus serait asiatique. Le second, pas de description. Le second, 1m50. En filature, une femme est toujours plus discrète. Aude va repérer les individus. Elle reste en contact avec son équipe grâce à la radio. Là, en fait, Aude a nous donné toutes les informations. C'est vraiment nos yeux. Donc nous, on est plutôt calme, un petit peu en retrait. Donc ça nous permet de mieux apprécier la situation et de savoir si on continue pas. Et... Donc Franck de Aude. Ouais, on t'écoute. Il y a bien 2 individus sur un scooter. 2 jeunes individus sur un scooter noir. On dirait, tu sais, qu'il essaye le Neyman. Ensuite. Le dispositif de surveillance est en place. Aude et 3 collègues observent les 2 individus pendant plus d'1 quart d'heure. Mais après plusieurs tentatives, les jeunes renoncent au scooter qui ne cède pas et se rabattent sur un vélo. Ouais, c'est bon, j'en vois un qui est sur le vélo. Franck, le chef d'équipe, rejoint ses collègues pour interpeller les 2 jeunes. Ah bah non, faut assumer ses conneries, hein. Attrapés en flagrant délit, les 2 jeunes, âgés d'à peine 13 ans, commencent par nier les faits. On l'a trouvé. Non, on te regarde depuis 1 quart d'heure. Donc avec ta barre de fer, vous avez tiré dessus pour le défaire. On est d'accord? Hein? Finalement, les jeunes gens reconnaissent à demi-mot le vol en réunion avec dégradation. Ils sont conduits au commissariat, le vélo est saisi et ramené au poste. En route, les policiers se rendent compte que l'un des 2 jeunes est recherché depuis 2 mois. Il a fugué d'un foyer. C'est pas non plus tous les jours qu'on a un flagrant délit en ayant le temps de se mettre en surveillance et de voir les individus faire. Et bon, c'est ça qui fait toujours plaisir, parce que de voir faire les individus alors qu'ils continuent à nier, moi je trouve ça excellent. Mais bon.
Très vite, l'équipe Bravo est appelée pour une nouvelle intervention dans un immeuble proche du commissariat. Des appels au secours d'une femme, donc on va se rapprocher pour savoir un peu plus ce qu'il en est. Arrivé sur les lieux, Aude prend contact avec la voisine qui a lancé l'alerte. Ah oui, apparemment, ça vient du premier étage. Il y a eu des cris au secours. On a entendu, on était chacun dans une pièce de l'appartement, on a entendu des bruits. D'accord, vous sauriez localiser l'appartement d'où provient. Vous savez, ici, tous. Tu viens, Jacques? Ah, d'accord. Première difficulté, localiser l'appartement d'où proviennent les appels au secours entendus par la dame. Bonsoir, bonsoir, c'est la police. Oui. Est-ce que vous avez entendu des appels au secours? Tout à fait. Est-ce que vous sauriez à peu près d'où venaient les appels? Je ne sais pas si c'était en dessous ou en dessus, mais c'était proche. C'était proche? Au point de réveiller mon bébé en pleurs, c'est pas son habitude. D'accord. C'était vraiment quelqu'un qui était aux abois. C'était vraiment des cris de quelqu'un aux abois. Ok, bon, si on a besoin, on viendra prendre contact avec vous. Visiblement, les cris ont été entendus dans tout le voisinage. Les policiers décident de frapper à l'étage au-dessus. Bonsoir. C'est la police. Excusez-nous de vous déranger. Est-ce que vous auriez entendu des bruits? Pardon? Vous auriez entendu des bruits? Des appels au secours? Non. Vous êtes tout seul là dans la maison? Vous êtes tout seul chez vous là? Je suis avec mon copain. D'accord. On peut essayer de lui parler? Bien sûr. On peut rentrer? On peut rentrer chez vous? D'accord. À l'intérieur, il découvre un autre homme, la bouche en sang. Aude reste avec lui et le surveille. L'homme qui a ouvert la porte est maintenu à l'écart dans la pièce voisine. Les policiers comprennent très vite que les cris provenaient bel et bien de cet appartement. Mais attendez, vous allez rester là 2 minutes, je suis besoin. Restez avec moi. Non, c'est pas ça, justement. J'ai dit que je prendrais. Visiblement, l'homme qui enfile son manteau a été victime de violences de la part de l'autre. Il est désorienté et apeuré. Aude va tenter de le convaincre de porter plainte pour se protéger. Ouais, donc c'est bon, hein, le dépôt de plainte est maintenu. Non, je pense pas. Si, écoutez, ça peut pas durer comme ça, monsieur. À chaque fois qu'il voudra vous prendre de l'argent, il va vous frapper. Ça peut pas continuer, vous êtes chez vous. La victime, propriétaire de l'appartement, avoue à Aude que l'ami qui l'héberge l'a ligoté et menacé avec un couteau pour récupérer une somme d'argent qu'il lui doit. Ouais. Ok, c'est bon, on l'a retrouvé. Ok? Impec. D'accord, ok, impeccable. Il n'a pas été uniquement victime de violence, il a été visiblement séquestré pendant un quart d'heure et attaché au niveau des mains et menacé avec un couteau de type boucher. Donc c'est quand même assez grave, quoi. Aude parvient finalement à convaincre la victime de porter plainte. L'homme est emmené au commissariat, tout comme le présumé coupable. L'agresseur, poursuivi pour vol avec violence sous la menace d'une arme blanche, est déjà connu des services de police pour violence sexuelle. Il sera maintenu en garde à vue. La victime, quant à elle, rentrera chez elle après le dépôt de plainte. Il est presque minuit, Aude et le groupe Bravo terminent leur service. Demain, de nouvelles affaires les attendent. C'est cette diversité justement qui me plaît dans le travail. On s'ennuie pas en fait, on prend du plaisir chaque jour à venir travailler parce qu'on sait que les missions seront différentes. Donc un coup c'est des violences, un coup c'est du vol en flagrant délit. Donc c'est ça justement qui me plaît dans le travail. Il n'y a pas de routine et en plus on prend du plaisir à travailler. La semaine prochaine, dans Faits divers le Mag, un drame passionnel en Alsace. Une femme fait tourner la tête à plusieurs hommes. Ils s'entretuent. Dans l'état qu'il était, je ne peux pas vous décrire ça. Portrait d'un avocat marseillais, Victor Joya.
l'homme qui a fait tomber le docteur mort. Écoute, on se serre la main. Ça rend Avec grand plaisir. Alors pas de rancune, mais pas de gagnant non plus dans cette procédure. Pas de gagnant, pas de perdant.